آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Comme vous l'avez constaté, l'ouverture de notre émission sur la culture gabonaise et mondialisation s'est faite par le président de la Fédération gabonaise des conteurs, j'ai cité Michel Pécoin. Alors, sans plus tarder, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. La tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Cet héritage immatériel peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine, élément pouvant contribuer à son ethnogenèse. En Afrique, le respect des rites traditionnels a toujours occupé une place très importante au sein de nombreuses communautés. Seulement, avec l'adoption des religions telles que l'islam et le christianisme par plusieurs communautés, la tradition semble passer outre au détriment de ces religions. Alors, doit-on proscrire la tradition? Sinon, comment concilier tradition et religion en parlant de l'islam? Un musulman peut embrasser sa tradition, mais il n'a qu'à faire attention. S'il y a des éléments dans sa tradition qui signifient se prosterner pour autre chose, en dehors de Dieu, il met cette tradition de côté. S'il y a une manière d'agir ou bien des paroles qui contiennent l'invocation d'une créature en dehors du Créateur, cette tradition-là est bannie. Il faut la mettre de côté sans causer beaucoup de problèmes. L'essentiel est que nous avons un Créateur chez qui nous devons demander la santé, le bonheur, les subsistances, l'enfant, tout. Si dans ces pratiques-là, il n'y a rien qui nous amène à demander l'enfant auprès de quelque chose, il n'y a pas de problème dedans. La connaissance profonde de sa religion est donc un élément phare pour tout musulman, car cela aiguise son discernement et le rend apte à effectuer des bons choix dans la pratique de sa tradition sans risque de désobéir à Allah. Alors, Monsieur Michel Pécoin, à chaud comme ça, quelle est votre réaction? Merci déjà de m'inviter sur ce plateau. Hein. Donc, alors après avoir regardé avec beaucoup d'intérêt déjà cet élément, voilà, déjà on relève déjà un certain nombre de questions, hein, qui sont des questions fondamentales, hein, des questions de la religion, là notamment la religion musulmane, face à nos réalités culturelles et traditionnelles. Et ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas forcément une adéquation. Le plus important, c'est de rester dans l'élément principal, c'est un élément central, qui est celui de rester en contact avec le divin, avec la divinité, avec Dieu directement, sans passer par d'autres intermédiaires. Hein. Je crois que je peux retenir sur le fond justement de l'élément que nous venons de suivre. Monsieur Akono? L'élément nous édifie plus ou moins dans le choc qu'il y a entre tradition locale et religion importée, religion venue d'ailleurs, auquel nous avions tous adhéré. Et ici, on a pris l'exemple de l'islam. Il n'y a pas que l'islam comme religion venue d'ailleurs. Nous avons également le christianisme et d'autres courants de pensée spirituels qui envahissent aujourd'hui le Gabon. Et ce que le chef Mansour a souligné, c'est-à-dire que le Gabonais peut garder sa culture à condition de ne pas franchir le Rubicon qui fera de lui un mécréant vis-à-vis de sa foi musulmane. Et je pense que c'est également valable pour les autres courants de pensée. Alors, Michel, vous qui êtes artiste, vous qui êtes conteur, président de la Fédération des conteurs du Gabon, la question qui me vient, est-ce que la culture gabonaise a-t-elle résisté face au choc de la mondialisation? Bon, la culture gabonaise, elle est là.
elle est présente, elle continue justement, elle résiste d'ailleurs. Elle va continuer à résister, déjà même sur les questions de langue, parce que quand on parle de la langue, on dit que plusieurs langues sont en voie de disparition, mais des langues qui continuent à résister. Pourquoi? Grâce justement à ces éléments culturels. Vous avez par exemple, dans nos différents rites d'initiation, quand on s'initie, ou bien quand on célèbre les cérémonies, on ne les célèbre pas en français ni en anglais. C'est toujours dans nos langues, hein, notamment dans le Togo, le Fon, voilà, toutes les différentes langues. Donc la langue va rester donc présente parce que ça va être des rites et traditions qui seront tous célébrés dans les langues. Et c'est là où ça trouve tout son sens. Et donc oui, face à cela, on continue à résister, même si il faut quand même noter que aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles technologies, avec le modernisme, avec l'ouverture vers les autres, on est quand même, il faut le noter, hein, un peu, peut-être pas écrasé, mais on sent quand même une forte présence d'une culture importée. Parce qu'il faut dire que même dans nos villages, c'est tout le monde qui est câblé. Hein. Les gens ils ont des antennes, on appelle ça comment? Parabolique. Donc au lieu de rester en phase avec leur réalité culturelle, ils sont au quotidien connectés avec d'autres réalités, même dans les villages, dans les villes. Et donc on sent justement une véritable... Voilà, c'est-à-dire qu'on sent une jeunesse, puisque beaucoup plus c'est la jeunesse qui est indexée, aujourd'hui avec les différentes déviances qu'on peut noter en ce moment, mais il faut aussi aller puiser les origines. C'est ça, c'est du fait que, effectivement, c'est dû au fait que nous sommes vraiment, il faut dire, assaillis par tout ce qui vient de l'extérieur. Nous consommons, nous ça dit que c'est une ouverture, c'est comme si on s'ouvre pour s'ouvrir, parce qu'on consomme tout, et malheureusement, on a l'impression que nos différentes pratiques culturelles, nos modes d'éducation, d'enseignement n'ont plus forcément leur place, et malheureusement on assiste parfois à une véritable catastrophe parce qu'on n'a pas été forcément préparé justement avec tout ce qu'on consomme au quotidien. Oui. Et c'est donc le grand débat aujourd'hui. Alors, M. Akono, pour poursuivre dans les propos que vient de tenir Michel, est-ce que l'on peut dire que ce choc ou cette rencontre du donner et du recevoir, ben, pour le Gabonais, ce n'est que le donner, ce n'est que la réception, mais il n'y a pas d'échange? Non, ici, il faut quand même prendre la question avec beaucoup de pincettes, parce que le Gabon, d'accord, concerne les nations, c'est une culture qui a du mal à se ressentir, mais notons aussi que les masques gabonais, les masques d'Afrique centrale, qu'ils soient Bakota, qu'ils soient Fon, les reliquaires, font partie des objets d'art les plus honorés au monde. Donc c'est déjà une certaine présence de la culture gabonaise dans le choc de la mondialisation. Maintenant ici, c'est pas peut-être vulgarisé. Ça c'est à l'international maintenant. C'est au niveau international. Oui, mais sur nos territoires. Comme l'a dit Michel, en fait, nous sommes plus ou moins dans une situation marginal. Donc ici nous avons tendance nous-mêmes à nous auto-censurer. Je prends un peu l'exemple, quand je commençais mon école primaire dans les années 90, il y avait ce qu'on appelait à l'école le symbole. Ce symbole c'était le crâne. Le crâne d'un singe là. On mettait ce crâne-là à celui-là qui avait utilisé la langue maternelle à l'école. Donc c'était en quelque sorte un moyen de le dissuader. Donc c'était en quelque sorte une manière en fait, du colon d'écraser la culture locale afin de la substituer par la culture venue d'Occident. Donc ici aujourd'hui, la culture gabonaise résiste 60 ans après les indépendances, mais notons qu'il y a en quelque sorte un désintéressement de nouvelles générations. Déjà, si on fait un sondage dans une salle de classe, on trouvera très peu d'enfants qui parlent au moins une langue africaine. Et ce sont des réalités aujourd'hui qui montrent plus ou moins que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à la préservation de leur identité culturelle au détriment des valeurs venues d'ailleurs. Comme je l'ai dit à la précédente émission, c'est l'American Way of Life, aujourd'hui le mode de vie américain, qui
domine le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et tout le monde et surtout avec depuis la fin de la biporisation. Depuis la fin. La biporisation avec la chute, avec la chute du mur de Berlin, où le monde et l'effondrement de l'URSS vers un seul sens. Donc ici, et la domination des États va s'exprimer de deux manières. Vous aurez la hard power, donc domination politique, économique et militaire des grandes puissances. Vous avez également la soft power, qui est une domination plus ou moins culturelle, sportive, et qui rentre dans le cadre du tourisme. Donc aujourd'hui, dans l'expression de la puissance, les cultures africaines en général ont tendance à être submergées par les cultures importées de France et des États-Unis. Oh, oui, monsieur Michel, vous voulez rebondir? Juste pour noter quand même, hein, parce que allez-y, nous sommes là pour ça. C'est le cas du Gabon, oui. Le cas du Gabon ou encore en Afrique centrale. Mais lorsqu'on est en Afrique de l'Ouest, on ressent quand même auprès des populations une véritable adhésion, hein, quand même de leur culture, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de manger, la façon. On sent que cette partie quand même de l'Afrique est restée, il faut dire quand même, attachée aux valeurs culturelles. Qu'est-ce qui fait que nous, dans nos pays, notamment puisque nous parlons du Gabon, on se retrouve comme un peu déconnecté de ces réalités, de nos valeurs culturelles. Il faut donc regarder l'environnement. Qu'est-ce qui va être à l'origine? Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce que nous considérons comme étant des modèles? Voilà, donc c'est autant de questions qu'il faut, bien entendu, mettre sur la table pour peut-être réinventer notre système de modèles. Parce que si, au quotidien, on nous dit, c'est-à-dire que ce soit sur le plan artistique, c'est-à-dire les artistes, les modèles, sur le plan politique... C'est là où je devrais arriver, mais... je parle de tout ce qui représente un peu des modèles, sur le plan politique, oui. Sur le plan artistique, sur le plan même... Bref, toutes les célébrités ne mettent pas, de manière dans leur majorité, en valeur, n'est-ce pas, leur réalité culturelle. Ce qui fait que, alors les jeunes veulent s'identifier à eux, mais ils n'ont pas en face des gens qui véhiculent des valeurs qui sont gabonaises, et à partir de ce moment, on ressent ça. Moi j'ai vu en Afrique du Sud, un député, n'est-ce pas, habillé en zoulou. Il est habillé en zoulou, et pourtant il est député, un ministre habillé en tenue zoulou, comme on le voit là, chacun a la façon de s'habiller. Aller à une rencontre, à un sommet, vous voyez. Donc ça dit qu'il met en valeur... On a vu le président burkinabé aussi, en tenue avec le pagne burkinabé. Mais voilà, vous voyez cette fierté-là, n'est-ce pas, de dire que moi je mets d'abord en valeur ma culture, mon identité, parce que c'est là où chacun veut justement se retrouver. Et se reconnaître. Quels dirigeants ou quels chefs d'État ou ministres ou encore députés ou ne fût-ce que sénateurs gabonais ont le courage, n'est-ce pas, de se présenter publiquement dans une assemblée ou un sommet habillé en tenue traditionnelle. Ça semble un peu dévalorisant, ça semble peut-être, je crois, hein, et ce qui fait que finalement il n'y a pas une sorte de fierté, même justement de cette fierté d'être gabonais, parce qu'on veut s'identifier par la façon de s'habiller, par la façon de marcher, par la musique qu'on écoute. Mais Michel, la musique que nous on écoute au quotidien chez nous, ce sont les musiques américaines. Oui, mais je veux arriver dans ce domaine, le domaine musical. De diffusion, je veux arriver, j'arrive dans le domaine musical lequel vous vous situez. Mais est-ce que aussi, vous, nos artistes, vous n'êtes pas à l'origine de ça? Parce que tout ce que vous mettez au devant de la scène, mais ce sont des sons ou des instruments importés. Nous avons vu certains artistes, nous avons vu Franck Baponga, j'étais sérieusement surpris de l'entendre un jour chanter en Tsogo. J'ai dit, ah ben tiens, voici un Tsogo qui, c'est vrai que je ne suis pas Tsogo, mais ça m'a fait plaisir de l'écouter. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas à l'origine aussi de ce qui nous arrive? Non, il faut dire que quand on parle de consommation, le public consomme quoi? Consomme, c'est que les médias proposent. Mais qu'est-ce que les médias proposent en termes de quotas, justement, de diffusion? C'est-à-dire que les médias ont
ont le droit justement de décider qu'on a par exemple 90% des produits qui sont typiquement culturels que nous allons diffuser à la télévision. Et on peut prendre peut-être 10% des autres pour essayer. Vous voyez, donc on n'impose pas aux médias justement un certain quota de diffusion. Donc on ne va pas, même si les artistes ou certains artistes font un peu plus dans le type de musique importée, mais ils reviennent justement aux différents médias, aux radios, aux télévisions, justement de mettre en avant, puisqu'ils ont la responsabilité, ils ont le choix, n'est-ce pas, de prendre des artistes qui véhiculent la culture. Peut-être qu'on ne pourra pas contrôler dans les réseaux sociaux, et même dans ces réseaux sociaux, il y a encore cette possibilité de créer des plateformes où on pourra diffuser justement la culture gabonaise. Donc c'est déjà qu'il faut qu'on ait de véritables leaders, des gens qui sont capables de faire bouger les lignes. On a vu avec la grande sœur Annie-Fleur Bachelet-Lise. Décision. Parce que vous savez, on ne va pas directement indexer les artistes. Hein. Il faut voir déjà en termes de la politique culturelle, non pas de culture culturelle, ou encore la vision globale. Qu'est-ce qu'on veut justement offrir à nos populations? Ça, c'est sur le plan politique. On veut que nos populations s'approprient leur culture. On fait comment? Les décideurs, lorsqu'ils ont pris une décision, si on dit qu'à l'école, on va enseigner des langues, on pourra enseigner. C'est-à-dire que c'est une décision politique et tout le monde doit s'y mettre. Chacun va commencer à compter 1, 2, fort, bella, jusqu'à... voilà. Donc, mais c'est des décisions politiques, c'est-à-dire amener les gens à s'intéresser. Mais c'est un processus, et petit à petit, on va y arriver. Mais quelle est la vision politique, n'est-ce pas, de la culture gabonaise auprès de ces populations? Ça, c'est ça. Si vous avez des dirigeants, par exemple, des ministres qui n'ont peut-être pas, qui n'ont pas cette vision, ce penchant, voilà, personnel, même en tant que ministre, n'est-ce pas, vers son identité, vers sa tradition, mais vous pensez qu'il va mettre en place des mécanismes pour valoriser ça? Donc c'est d'abord un véritable renforcement des capacités auprès justement des différents des dirigeants, auprès des enseignants, parce que les enseignants sont aussi en contact avec ces jeunes. Il faut renforcer les capacités des enseignants, des dirigeants, du monde de tous les leaders, et même les leaders religieux, etc. Parce que ceux-là qui ont effectivement qui influence des foules, des masses, pour arriver justement à faire en sorte qu'on se réapproprie réellement. Parce que ce n'est pas impossible. Il faut simplement mettre en place des mécanismes. Alors on peut rectifier le tir. On peut encore rattraper tout ça. C'est une question de volonté. Quand on parle de la volonté, alors dès qu'on a décidé de quelque chose, ça suit. On a dit le port des masques. C'est une décision. Celui qui ne fait pas, alors il y a les agents qui sont là. Mais tout le monde, même celui qui ne veut pas, mais qui ne sent même... Même si ces agents-là... ne sent pas l'envie de porter le masque pour sa santé, hein, ou il ne croit pas du tout à la pandémie, mais il est obligé de porter le masque parce qu'il y a des sanctions. On a dit de 25 000 à 200 000, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des mesures qui font en sorte que les gens obligatoires se mettent. Donc ça veut dire que dès qu'on prend une décision, dès que le politique a pris une décision, ça va être suivi. Même si au début il y a des gens, mais on aura quand même une bonne partie des gens qui vont progressivement s'y mettre et il y aura une véritable prise de conscience. Donc c'est une volonté, c'est une question de volonté, c'est une question de vision, mais c'est aussi une question de priorité. Monsieur Akono, vous qui êtes de confession religieuse musulmane, la question qui me vient, c'est de savoir, est-ce qu'un musulman peut assister à une cérémonie de retraite de deuil au sein de sa famille ou chez un ami? Bon, sur ce point, cela devient compliqué parce que la connotation du retrait de deuil rend compte d'une certaine spiritualité. Donc ici, on pourra dire que nos actions n'ont de valeur que pour leur intention. Ouais. Mais il y a aussi des circonstances où l'intention ne suffit plus. C'est-à-dire qu'on verra l'acte. Quelle est l'intention de la personne qui organise la cérémonie? C'est pour rendre hommage à une personne décédée. Donc ici, la connotation devient hautement spirituelle. Or, en islam, la haute spiritualité, en fait, elle est consacrée uniquement à Dieu le Très-Haut. Maintenant, on peut également se retrouver dans une situation de cas de force majeure. Donc ici, dans un cas de force majeure, il s'agit de votre famille biologique, vous en êtes membre, et l'islam également nous demande de préserver les liens de sang et de parenté. Donc pour l'équilibre
de la famille, de la famille biologique, à un moment donné, vous êtes tenu d'y participer. Mais si vous n'avez pas, s'il n'y a pas vraiment une obligation, un reçu d'eau étant une cérémonie spirituelle et d'une spiritualité qui n'est pas islamique, à partir de ce moment, le musulman n'a pas réellement le droit de participer ou de contribuer à une cérémonie de retrait de deuil. Mais comme nous sommes dans un contexte aussi de tolérance, pour ne pas briser l'équilibre social ou bien les liens d'amitié qui peuvent en fait, qui se sont établis entre différentes personnes, le musulman peut également de se faire accompagner son ami. Mais dans la spiritualité musulmane, ce serait en quelque sorte aller vouer un culte à autre chose. Maintenant, on peut également participer à d'autres cérémonies de façon culturelle. C'est-à-dire que le conteur de vêt, il est là, il va proclamer son vêt, il va raconter, dire le vêt. À partir de là, il n'y a pas de connotation spirituelle, c'est pour égayer la population. À partir de cet instant, sans volonté spirituelle, tout musulman peut également y participer. Alors, à cette opération. Monsieur Akono, pour vous relancer, donc si monsieur, il arrive que monsieur Pécoin, Pécoin autant pour moi, si monsieur Pécoin organise une nuit de conte, est-ce que vous, musulmans, vous pouvez assister? Non, une nuit de conte sans volonté spirituelle, quelle est d'abord l'intention de départ? C'est pour égayer. Donc tout le monde à un moment donné a besoin de se relaxer, de se distraire. J'irai. Parce que l'objectif n'est pas de rendre hommage à une divinité. Ok, c'est une transmission. C'est ce que le cheikh disait tout à l'heure, que tout musulman peut apprivoiser sa culture à condition de ne pas traverser la ligne rouge qui fera de lui un mécréant. Monsieur Pécoin organise une soirée de conte. Moi, Akono Abdallah Mohamed, j'y vais. C'est d'abord un acte, en fait, c'est l'adhésion à ma culture bantou que je dois préserver. Le fait d'être musulman ne veut pas que je me débarrasse également de ma culture. On ne va pas se débarrasser de l'eau sale et du bébé en même temps. Monsieur Pécoin, est-ce que l'artiste gabonais vit-il de son art? L'artiste gabonais? Ouais, est-ce qu'il vit de son art? Je sais pas, tu vois s'il vit de son art. Parce que tout récemment, nous avons vu tous à la télé, nous avons regardé la télé, où il y a eu des échauffements, des gens qui ont été séquestrés dans des bureaux, si je peux me permettre de le dire ainsi, où les artistes ont barricadé l'entrée du ministère de la Culture. Oui, bon, et tout récemment encore, il y a eu des manifestations de la part des artistes. Qu'est-ce qui se passe? Bon, disons que... Bon, là, il y a deux oui, mais tout ça, c'est l'art. Est-ce qu'ils vivent de... Bon, disons que, oui, bon, là, vous évoquez une question qui est une question d'actualité. Oui. La question liée au festival Gabon 9 provinces, n'est-ce pas? Effectivement. Notamment l'édition 2020 qui s'est déroulée... avec bien entendu le contexte actuel, celui de la crise sanitaire, et donc les événements se sont déroulés via Internet ou encore à la radio, à la télévision. Et ça, c'était notre engagement, c'est-à-dire que le ministère de la Culture, qui était en charge d'organiser l'événement, a bien entendu convié les artistes et ils se sont donc mis d'accord sur la base d'un contrat. Vous voyez, c'est un contrat. Alors, moi, je fais tel travail et en contrepartie, j'ai ça en telle période bien précise. Donc, c'est un contrat qui était bien établi. Malheureusement, voilà, donc les artistes ont rempli leur part de contrat et que le ministère, donc dans les délais impartis, n'a pas donc justement rempli aussi sa part de contrat. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, donc il y a toujours des prolongations parce que c'est une question qui n'est pas encore réglée. Mais là, ça c'est un pan, c'est une situation qui a eu lieu face à un événement bien précis et donc les artistes qui ont pris part n'ont pas été donc rémunérés. D'où, effectivement, tous ces événements-là pouvaient forniquer pour protester pour qu'ils rentrent en possession de leurs dû. Mais de manière générale, parlant de l'artiste... Est-ce qu'il vit de son art? Est-ce qu'il vit de son art? L'artiste gabonais. Alors, l'artiste gabonais,
est-ce qu'il vit de son art, ou encore est-ce qu'il peut vivre de son art? Est-ce que c'est possible de vivre de son art? Et je pense que c'est une question aujourd'hui qui est sur la table, hein, pour voir comment est-ce que cet artiste gabonais peut vivre de son art. Parce que pour vivre de son art, il faut de manière quotidienne travailler, n'est-ce pas? Travailler et donc proposer des services artistiques, n'est-ce pas, des prestations artistiques, et puis donc rentabiliser. Et il y a une autre question qui est celle relative au droit d'auteur. Vous voyez? Donc en fait, il y a un véritable cadre juridique qui n'est pas encore totalement mis en place, ou encore voilà, qui n'est pas encore régularisé. Alors, il y a la question du statut. Vous voyez, donc il y a tellement de pronoms. Il y a la question du statut de l'artiste qui, jusqu'à présent, n'est pas encore finalisé. Vous voyez, le statut de l'artiste qui est aussi donc un document important sur le plan juridique, parce que pour que l'artiste existe en tant qu'artiste, c'est comme on dit, là c'est un enseignant, voilà. On sait qu'il y a des médecins, il y a des mécaniciens, mais au Gabon, sur le plan juridique, il n'y a pas un métier qui s'appelle artiste. Oui, il n'existe pas de métier comme ça sur le plan juridique, hein, qui s'appelle artiste. On a un médecin, on a un mécanicien, on a tout ce qu'on peut avoir, mais dire que artiste, il n'y en a pas. Donc même vous, en tant qu'artiste, entre guillemets, lorsque vous voyagez, vous voyez que dans votre passeport, on ne va pas écrire profession artiste. Parce qu'il n'y a pas, sur le plan juridique, un métier au Gabon qui s'appelle artiste. Voyez. Et d'où, effectivement, la question du statut de l'artiste est devenue aujourd'hui une priorité et même une urgence. Vous voyez. Et alors, donc, c'est un texte qui a quand même avancé, hein, avec les acteurs culturels qui se sont levés, et donc la question avancée, c'est parti entre les deux chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat, tantôt ça va pour modification, ça revient. Les artistes se sont dit, mais pourquoi? C'est une question qui n'est pas urgente, apparemment, parce que c'est depuis les années 80 que la question du statut de l'artiste est sur la table. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une sorte de ping-pong. On a l'impression qu'il n'y a pas une véritable volonté. Parce qu'il y a des textes qui sont traités, vous avez l'impression qu'en moins d'une semaine, le texte est finalisé. On a vu avec le texte sur la dépénalisation, c'est un texte qui n'a pas mis longtemps, ils se sont assis et rapidement, ça a été finalisé. Le texte, là, récemment, sur le mariage coutumier, qui, il faut le dire quand même, hein, ça a remonté, mais il y a eu quand même des avancées. Mais pourquoi la question du statut, vous voyez, de l'artiste, n'est-ce pas, pour qu'on reconnaisse ce métier au Gabon sur le plan juridique? C'est-à-dire que vous vous présentez devant quelqu'un qui dit je suis artiste. Et pourtant, ces députés-là et ces sénateurs, lorsqu'ils sont en campagne, voilà, ils vous invitent, ils vous sollicitent des services de ces, entre guillemets, artistes, hein, mais qu'on ne reconnaît pas sur le plan juridique. Vous avez vu, pendant la crise sanitaire, il y a eu plusieurs corps de métier qui ont été justement, qui ont reçu des dons, qui ont reçu des kits, parce qu'ils sont reconnus. Mais les artistes, en tant qu'artistes, et pourtant eux aussi, pendant cette période, ils n'ont pas travaillé parce que c'était interdit justement des manifestations. Ouais, il n'y a plus les concerts ici et là. Donc, vraiment, ils n'ont pas aussi travaillé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu rentabiliser, ils n'ont pas pu justement. Alors donc à partir de ce moment, eux aussi, en principe, devaient recevoir aussi, n'est-ce pas, des mesures d'accompagnement. Mais malheureusement, c'est un métier qu'on ne connaît pas. Comment donner aux artistes alors que sur le plan juridique, on ne les connaît pas? Oui, donc ils ont traversé une période assez difficile parce que n'étant pas reconnus sur le plan juridique. Donc ce qui fait que, parlons de l'artiste, est-ce qu'il peut vivre de son art? Alors pour arriver justement à vivre de son art, il faudrait d'abord, premièrement, mettre en place ce véritable cadre juridique, notamment la question du statut de l'artiste. Dès que c'est élagué, c'est reconnu. Ensuite, la question du droit d'auteur. Vous voyez, aujourd'hui, le droit d'auteur, même s'il y a un bureau qui a été mis en place, mais tout le monde sait que ce bureau tarde justement à fonctionner, à démarrer, parce que les artistes, même ceux qui sont inscrits au niveau du Bugada, ne bénéficient pas justement de droit d'auteur. Parce que le droit d'auteur, on sait comment est-ce que ça fonctionne, le droit d'auteur. C'est lorsqu'on exploite une œuvre. Vous voyez, dernièrement, il y a eu une sorte
de distribution des droits d'auteur de manière symbolique, on a vu à la télévision. Après, on s'est posé la question, mais sur quelle base on s'est appuyé pour payer ces artistes? Est-ce que c'est sur la base de l'ancienneté, c'est-à-dire que lui là, bon, il chante depuis les années 60, bon, ça y est nouveau, là, un nouveau rappeur. Bon, est-ce que c'est comme ça que ça se passe, justement, la redistribution du droit d'auteur? Vous voyez que là encore, on a une autre sorte d'anarchie, parce que le droit d'auteur, c'est en fonction justement de l'œuvre qui est exploitée. Disons que le jeune qui vient de démarrer, mais s'il a du succès, que son œuvre est jouée partout, vous voyez, à chaque fois, et il va donc, ces droits vont être collectés par rapport à ce loyer des années 60 dont on n'écoute plus la musique et dont on ne sait même plus, dont même les titres, on a dû oublier même les titres. Vous voyez qu'à partir de ce moment, c'est celui qui sera bien rémunéré, c'est le jeune, même si ça ne fait pas longtemps qu'il a démarré. Donc c'est ça le principe du droit d'auteur. Mais vu comme les choses sont faites, on se rend compte qu'on est vraiment dans une sorte d'anarchie et que même le Bugada aujourd'hui, et tout le monde le sait, voilà, du mal à démarrer parce qu'on n'a pas encore vu ensemble les véritables brigades qui doivent faire le tour justement des lieux d'exploitation des œuvres artistiques. Donc voilà, donc c'est autant de choses qui vont faire en sorte que effectivement l'artiste tarde justement à vivre de son art. Même s'il y a quelques-uns qui se distinguent quand même parce qu'ils se sont organisés. Vous savez que l'art en métier artistique, c'est aussi comme toute autre profession. Donc il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes, notamment sur le plan du marketing, sur le plan, voilà. Il y a des artistes, il y a quelques-uns qui arrivent à se démarquer et qui en vivent de leur art parce qu'ils disent clairement que moi je vis de mon art. On peut les citer, c'est un humoriste par ici, un chanteur par là, mais la liste n'est pas très longue. Monsieur Akono, alors pourquoi est-ce que les populations n'arrivent-elles pas à valoriser même nos cultures locales? Bon, je vais commencer par une citation de Allez-y. Cheikh Hamidou Kane. Allez-y. Dans l'aventure ambiguë. Voilà. Il disait, l'école où nous envoyons nos enfants tueront de ce que nous aimons et préservons à juste titre. L'école où nous envoyons nos enfants tueront de ce que nous aimons et préservons à juste titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est la génération qui ose faire? Ce sont ces générations-là qui sont allées à l'école occidentale. Et l'école a été utilisée ici comme un moyen d'assimilation. On vous apprend des valeurs venues d'ailleurs. On vous apprend à devenir une autre personne. À devenir... En fait, à embrasser une autre culture. Lorsqu'on allait à l'école catholique, la probabilité de devenir un bon catholique était très élevée. Et lorsqu'on y allait à l'école protestante, on devenait également un bon protestant. Donc ici, l'école a été utilisée pour assujettir culturellement les populations africaines. Et une autre erreur avait été commise aux indépendants, c'est-à-dire que le colon, c'était pas une erreur en quelque sorte, c'était même une volonté manifeste d'empêcher l'émancipation de l'Afrique à travers ses valeurs culturelles. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive aux indépendances, les colons qui avaient pris le pouvoir romain des chefs traditionnels n'ont pas restitué ce pouvoir aux chefs traditionnels. Ils ont plutôt fabriqué une élite occidentalisée, assimilée à l'Occident, à qui ils ont remis la direction de la chose publique et dans le prolongement même de la politique d'assimilation. Donc lorsque nous arrivons aujourd'hui au XXIe siècle, nous avons une population qui a été formatée par le programme scolaire colonial, occidentalisé, à la gloire de l'Occident. Et même dans ce programme colonial, on va taire certains événements qui vont mettre à mal la colonisation européenne. Donc voici un des facteurs qui va expliquer le fait qu'aujourd'hui, nous ne cherchons pas à valoriser nos cultures. Et dans les régions d'Afrique, comme il a pris l'exemple d'Afrique de l'Ouest, où les populations ont été colonisées politiquement, mais sur le plan religieux et culturel, il n'y a pas eu une pénétration coloniale intense. C'est le cas des pays d'Afrique de l'Ouest, où l'on retrouve quand même une souche de leur identité culturelle. C'est également la même chose avec les deux Congos. Malgré la pénétration culturelle coloniale, on a quand même ici, dans rien que l'expression de la langue,
un certain conservatisme qui est là. Aujourd'hui, c'est le lingala qui est utilisé dans les deux Congos. Vous avez dans l'Est, vous avez le swahili qui devient l'une des langues les plus parlées sur le continent africain. Donc, ici, tout dépend de la manière. Et les deux Congos, ça s'explique parce que c'est une vieille civilisation. C'est une civilisation qui remonte du Moyen-Âge et a traversé les ans, a résisté à la colonisation, a cohabité avec le colon et a su se maintenir. Mais lorsqu'on en arrive dans l'espace Gabon, le peuplement de l'espace Gabon, il est d'abord récent. Jusqu'au 19e siècle, voire même au début du 20e siècle, les populations étaient encore en plein mouvement sur le territoire. Donc la dernière grande migration, celle des femmes, était en train de s'achever au début du 20e siècle. Donc tous ces paramètres-là n'ont pas permis en quelque sorte la mise en place d'une civilisation typiquement gabonaise. Et cette civilisation typiquement gabonaise, elle a été bâtie par le colon et à la gloire du colon. La preuve, on a souvent eu des stigmates, le Fon faisait ceci, le Pounou est cela, d'autres, certains enfants vous diront non, il paraît qu'il y a un Ndende, donc tous les Pounous seront stigmatisés parce qu'on dit que Ndende est une plateforme de la sorcellerie. Donc il y a eu une campagne de diabolisation de certaines régions du Gabon, de certains peuples du Gabon, dans le but de diviser les Gabonais afin de mieux piller leurs ressources naturelles. Et aujourd'hui, nous sommes des acculturés, nous préférons manger la pizza qu'aux feuilles de manioc, nous préférons le caviar qu'on mâcheront pêcher dans les bords de la Bagno. Voici en quelque sorte aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous retrouvons. C'est pas que nous ne voulons pas, mais aujourd'hui on a en quelque sorte tout fait pour briser la résistance. Même aujourd'hui, l'artiste qui végète, dont le statut n'est pas encore juridiquement défini, et c'est là, moi, je me dis que c'est savamment entretenu quelque part. Parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Or, la culture ici va entretenir l'âme. Et la culture, lorsqu'elle on se l'a appropriée, on rentre maintenant en conflit avec les cultures d'ailleurs. Parce qu'on a coutume de dire qu'il n'y a pas deux coqs dans une même basse-cour. L'Europe veut s'affirmer culturellement sur le noir, mais si le noir s'approprie réellement sa culture, il y aura maintenant affrontement. Et qu'est-ce que l'Occident fait? Évitons au maximum qu'on en arrive à cette situation. Là, pour nos programmes scolaires, c'est l'UNESCO. C'est la France, c'est l'Agence française du développement qui sponsorise la construction des écoles au Gabon. Donc les contenus de nos programmes seront toujours influencés par ces organismes extérieurs au continent africain. Donc voyez-vous, lorsqu'on dira que le Gabonais n'a pas eu le choix et l'artiste n'a pas les moyens. Nous avions reçu ici Omar Defonzo, mais il fait fonctionner son école avec quels moyens? Est-il soutenu? Pourquoi? Lorsqu'on voit le défunt Omar Bongo, le feu président Omar Bongo, inviter des artistes américains à coût de milliards de francs CFA, mais est-ce qu'on a un jour déposé 1 milliard sur la table pour des artistes gabonais? C'est-à-dire qu'ici, on a entretenu le dénigrement même de la culture gabonaise. Moi, j'aurais peut-être voulu à un moment donné, même si je ne suis pas bouddhiste, qu'on construise le plus grand temple de Bouti à Libreville. Cela montrerait l'empreinte culturelle du Gabon, typique du Gabon. On dirait qu'on va revaloriser l'apprentissage de la harpe sitar. On n'a pas une seule école, un centre de formation où l'on va enseigner nos instruments, où l'on va enseigner l'art africain, même la vannerie aujourd'hui, à part les NAM qui en forment. Mais dans nos lycées techniques, est-ce qu'on a un cycle, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique de développement durable? Or, dans notre patrimoine culturel gabonais, on parlerait bien du développement, on gagnerait à s'inspirer du modèle ancestral pour parler du développement durable. La vannerie, par exemple, c'est du biodégradable. Un sac fait en liane et fibres végétales peut se dégrader et nous amener à fabriquer du compost. Donc aujourd'hui, tout ce qui renvoie à l'identité culturelle du Gabonais est sensiblement marginalisé au profit de ce qui vient d'ailleurs. Je verrais bien le président de la République sponsoriser à cœur joie une école de jazz à Libreville, une école de piano à Libreville, mais est-ce qu'il pourra dire qu'aujourd'hui je vais appeler les conteurs de Veg du Wellington, je vais appeler les grands joueurs de sitar
de l'Angounier, de la Nyanga, de la Sanza, pour venir enseigner, entretenir des ateliers dans les lycées et collèges afin que les jeunes se réapproprient ces instruments de musique. Voici également le débat aujourd'hui. Il y a une volonté politique manifeste à ne pas valoriser, à ne pas porter le flambeau même de la culture gabonaise. Alors, M. Pécoin, comment voyez-vous l'industrie artistique et culturelle du Gabon? Mais bien sûr, parler de l'industrie, ça c'est vraiment... C'est après. C'est après parce qu'il y a quand même des préalables. Hein. Allez-y, vous êtes là pour ça. Préalables, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut quand même d'abord assainir vraiment la question d'abord de cet artiste, il faut qu'on le reconnaisse. Bon, ça c'est vraiment... C'est pas possible que depuis... On a plus de 60 ans et quelques maintenant, d'années, et qu'on ne reconnaisse pas qu'il y a des artistes vraiment sur le plan juridique. C'est vraiment étonnant. On a tellement eu d'assemblées, plusieurs années, on vote les mêmes députés, les mêmes sénateurs, mais on a l'impression que, c'est seulement pas des sages, hein, c'est au Sénat, la haute assemblée des sages. Bon. Mais peut-être, peut-être, excusez-moi, je vais vous relancer. Non, c'est juste comme il disait tout à l'heure, la question c'est ça, c'est la volonté. On parle de volonté politique, mais aussi surtout de vision. Il faut une vision, il faut à la tête des gens qui ont la vision. Mais monsieur Pécoin, oui. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour vous de mettre un parti politique, positionner les candidats lors des différentes élections législatives et locales? Comme ça, vous allez être au moins 20 à l'Assemblée pour faire passer votre texte. Le problème, ce n'est pas le fait de la politique. Peut-être c'est ce qui manque. L'artiste n'a pas pour vocation d'être un politicien. Aux politiciens, leur travail. Voilà, mais puisque vous soutenez ces différents candidats. C'est ce qu'il faut dire. Et c'est ça aussi la sensibilisation. Et c'est pourquoi on en parle. On en parle pour qu'il y ait plus de conscience, n'est-ce pas, même si elle va être progressive, mais c'est déjà ça. Il faut que, effectivement, les dirigeants, n'est-ce pas, essaient de prendre conscience sur la nécessité, effectivement, vraiment d'encadrer ce secteur-là. Mais on parle du pétrole. Le pétrole va certainement finir d'ici comme une année. Hein? C'est pas éternel, sauf si c'est éternel. C'est Dieu qui en sait quelque chose. Il y a ce qu'on appelle aussi, quand on parle d'industrie culturelle, la culture peut participer justement à l'économie du Gabon. Vous voyez, il y a des pays qui sont développés grâce à la culture. Hein? Vous allez par exemple aux États-Unis, vous allez voir un peu le quota, qu'est-ce que la culture justement apporte à cette grande nation. Mais nous au Gabon, on est riche culturellement. Mais voilà, dans les 9 provinces, c'est vraiment autant de richesses. Mais pourquoi ne pas s'appuyer sur ça, n'est-ce pas, pour mettre en place des cadres, des mécanismes pour aussi en faire une véritable richesse culturelle, en mettant en place de véritables industries culturelles. C'est possible. Bon, est-ce que... voilà, quand je parle de questions de vision, de questions, il faut comprendre de quoi il s'agit. Et là, il faut un véritable renforcement de capacité, justement, des dirigeants. Ils ont besoin de ça. Hein, c'est pas que c'est aussi des super savants. Hein, que lorsque tu es ministre, tu es député, tu es un super savant. Non, il faudrait qu'on t'explique comment les choses fonctionnent, comment les choses marchent. Et puis pour dire, mais tiens, mais oui, on peut aussi explorer cette piste-là. Je pense qu'ils ont besoin aussi de renforcement de capacité. On ne va pas toujours les indexer, les stigmatiser. Il faut aussi les aider, il faut les sensibiliser, il faut renforcer leur capacité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous, on a besoin, en termes d'industrie, quand on parle d'industrie culturelle, vous savez que les industries culturelles, c'est quoi? C'est premièrement deux grands groupes, 3 en total. On a l'industrie du livre, n'est-ce pas? L'industrie du cinéma. Ensuite, on a l'industrie de la musique. À côté de ça, on a des industries créatives comme les arts du spectacle, etc. Donc, la question d'industrie, généralement quand on parle d'industrie, il s'agit de, comme le mot l'indique, hein, industrie, donc production d'un même modèle en grande quantité. Voyez. Donc vous avez par exemple, vous allez là
qu'on appelle à Libaneng, hein. Il y en a qui font la pierre d'Embigo. Ils sont organisés. Malheureusement, à leur niveau, ils ne peuvent pas constituer une véritable industrie, n'est-ce pas, culturelle. Ils font ce qu'on appelle de l'entreprise culturelle, parce que c'est une entreprise qui produit des œuvres culturelles, mais comme ils ne peuvent pas les produire à une quantité industrielle, on ne peut pas parler d'industrie culturelle. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une seule œuvre, je pense par exemple une pierre d'Embigo, pour arriver à faire par exemple 200, il faut peut-être attendre un certain nombre de mois pour y arriver. Et le modèle et avoir une bonne commande aussi. Une bonne commande, mais le modèle doit être identique. Par exemple, je prends l'exemple d'un CD. Le CD, c'est le même CD, vous voyez, qui peut être produit là en quelques heures, dupliqué plus de 1000 ou 3000 exemplaires. Mais c'est là tu aurais plus ou moins l'originalité, parce que dans l'artisanat, ce qui rend l'œuvre unique, en fait, c'est la main de l'artisan. Or, ici, là, nous rentrons dans le concept de la standardisation. La standardisation, ici, va nous emmener à chercher à mécaniser plus ou moins la culture. Ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on essaie de comprendre ce qu'on entend par industrie culturelle. Parce qu'il y a entreprise culturelle, n'est-ce pas, et industrie culturelle. Voilà. Donc, celui qui fabrique des œuvres, comme on l'a vu, des sculptures, oui, c'est une entreprise parce qu'il vend des œuvres culturelles, mais c'est une entreprise culturelle. Donc ça, c'est pas une industrie culturelle parce que les quantités ne peuvent pas être des quantités industrielles. Donc là, on a là une entreprise culturelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pièces uniques. Hein, parce que le sculpteur, lorsqu'il les fabrique, c'est avec ses mains. C'est unique parce qu'il ne peut pas refaire la même chose avec les mains. Par contre, la machine peut vous refaire la même chose. Par exemple, pour le cas du livre. Quand on parle de l'industrie du livre, vous voyez, le même livre peut être dupliqué autant d'exemplaires, mais c'est le même livre, c'est la même couleur, c'est la même quantité, voilà, c'est la copie. Vous voyez, mais la grande quantité va faire en sorte qu'on puisse réduire aussi les prix. Plus les prix sont réduits, plus le livre est accessible à tout le monde. Et plus il est accessible à tout le monde, plus il est vite écoulé. On écoule vite et puis on rentabilise un peu rapidement. Effectivement. On peut encore en produire parce que voilà. Donc il y a une industrie et l'argent tourne. Effectivement. Tout est stagné. Et ça vous permet même de repartir encore dans votre chambre pour produire encore d'autres ouvrages. Voilà, vraiment ça tourne. Mais or, ici déjà, c'est difficile premièrement, tout est compliqué, même pour aller en studio, tout est notre cheval de bataille, parce qu'on n'a pas de producteurs, au cas des musiciens ou de ceux qui font de la musique, il n'y a pas de véritable producteur. Quand on parle de producteurs, les métiers de la production, ça c'est tout un autre cadre, les métiers de la production. Alors, il n'y a pas de véritable manager, ça c'est encore un autre type de... Parce que la même personne, l'artiste, lui, sa place, c'est juste de créer. Voilà, il ne doit faire que ça. Et le reste, les questions de management, les questions de production, il ne doit pas avoir c'est-à-dire ça ne doit pas constituer un souci pour lui. Or, nous ici au Gabon... Alors lui, ce qu'il devait faire, c'est juste venir dans un studio, il pose la voix, il fait tout. C'est l'inspiration qu'il a eue, c'est le don qu'il a. Or, le problème avec nos artistes au Gabon, parce que c'est un secteur qui n'est pas... Oui, qu'est-ce qui se passe? En même temps, et c'est difficile. C'est-à-dire que celui qui a réfléchi sur l'œuvre, celui qui va réfléchir sur comment vendre l'œuvre, celui qui va réfléchir sur comment positionner l'œuvre, celui qui va réfléchir où trouver de l'argent pour aller payer le studio, vous voyez, c'est compliqué. Mais comment arriver à s'en sortir si lui-même... Alors que ça, ce sont des corps de métier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont diplômés dans ça, diplômés dans le marketing, comment positionner. Ils font des études là-dessus. Or, lui, il n'a aucune étude, il n'a pas vraiment une référence, mais il veut se débrouiller à positionner son œuvre. Vous voyez que ça va être difficile pour lui. Et donc, il faut donc organiser le secteur d'industrie culturelle et en mettant en place tous les métiers justement de la culture qui rentrent dans ce secteur. Et dès que chacun se retrouve à sa place, les choses vont aller plus vite. Parce que chacun est à sa place et sait ce qu'il doit faire. Oui, mais M. Akono, alors vous qui êtes musulman encore, là, c'est un peu de titiller votre religiosité. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez contribuer au rite funéraire traditionnel d'un de vos parents, d'un de vos amis? Bon, le rite funéraire, je peux
Parce que lorsque une personne décide, la chose ce qui reste, c'est d'organiser son enterrement. Donc je pense que c'est dans tout ce qui est du... Même s'il n'est pas musulman. Même s'il n'est pas musulman, tout ce qui est du domaine de contribuer à ses funérailles, à ses obsèques, en principe, toute personne n'est pas prohibée pour le musulman. Donc, on peut s'inspirer, par exemple, des récits prophétiques à la Mecque. Lorsque le prophète vit un jeune homme, en fait, le corps d'un jeune homme passé, il se tint debout et versa des larmes. Parce que pour lui, c'était un membre de la communauté qui devait y être enterré. Donc, dans ici, la communauté humaine. De la communauté humaine, voilà. Et qui était également, qui pouvait devenir aussi musulman. Donc ici, nous vivons dans une communauté, nous partageons les mêmes émotions au quotidien. Donc si une telle personne décède, au nom de la religion, nous ne devons pas nous empêcher de contribuer à ces funérailles. Même s'ils sont traditionnels, vous devrez l'accompagner parce que c'est le pôle. En fait, vous avez partagé le monde ensemble. Vous avez vécu ici. S'il faut maintenant l'accompagner, pour vous, votre intention n'est pas de contribuer, de participer au rite traditionnel, mais votre intention, c'est d'assister à l'enterrement de votre ami, de votre frère, de votre compagnon, de tout durant votre parcours commun ici. Donc ici, il n'y a pas de mal à cela. J'ai vu les Aoussa Oyem, après les enterrements, participer au rite du Vêt, venir accompagner les populations Fandoyem lorsqu'il fallait jouer l'Onvet pour des raisons post-mortem, et cela n'a pas dérangé. Alors, Michel, vous qui êtes artiste, nous avons vu tout récemment la sortie d'une artiste aussi gabonaise, accompagnée de certains, je citais par là Créole, qui essaie de passer d'établissement à établissement pour sensibiliser nos jeunes, nos enfants. Tout récemment, ce collectif a été accompagné du maire du 4e arrondissement. Alors, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait aussi cette sortie? Nous n'avons pas vu les artistes gabonais se mobiliser pour sensibiliser nos jeunes. Pourquoi? Je ne sais pas, bon. Vous savez que nous sommes quand même... la sensibilisation se fait à plusieurs niveaux. On n'est pas forcément obligé d'aller avec le maire dans des établissements. Non, mais elle s'est fait accompagner, mais d'abord dans d'autres établissements, elle était seule. Alors, mais vous d'abord, la question que je viens, vous allez la répondre sur votre participation. D'abord, comment est-ce que vous avez pris, comment vous vous êtes senti lorsque vous avez vu ces images à travers les réseaux sociaux? Bon, peut-être pas surpris, pas du tout surpris, parce que le contexte actuel est clair, favorise effectivement ce type de comportement. Donc on n'a pas été personnellement surpris. C'est clair que on sait ce que les enfants regardent à longueur de journée lorsqu'ils ont leur téléphone, n'est-ce pas, connecté. On sait tous quelles sont les chaînes que les enfants suivent à longueur de journée, notamment à la télévision, qui présentent quel type de clip, quel type de danse, tout le monde sait. Et donc, lorsqu'on voit ces types d'images, on n'est pas du tout surpris. Ce n'est qu'une copie de ce que... Voilà, et ce n'est qu'une copie de ce qu'ils voient à la télévision, dans les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas surprenant. Ok, nous sommes arrivés au terme de notre mission. Alors, M. Akono, nous allons prendre votre mot de la fin parce que nous allons laisser le président de la Fédération gabonaise des conteurs terminer cette émission avec sa Sanza. Alors, votre mot de la fin, avant de saluer un peu tous ceux qui nous ont regardés. Bon, disons que les cultures gabonaises sont plus ou moins résilientes, même si on enregistre un désintéressement. Mais j'aimerais également dire que arrêtons parfois de faire du spectacle. Aller dans des établissements, je ne pense pas que cela réglerait le problème de la délinquance juvénile au Gabon. Parce que lorsqu'on va également prendre des artistes comme Créole, et ce Créole elle-même est déjà un modèle de bonnes mœurs en République gabonaise. C'est une mère de famille. C'est une mère de famille, mais elle agit en tant que mère de famille. Quelle est l'image qu'elle a souvent donnée aux jeunes générations? Bon, je ne suis pas le porte-parole des Créoles, mais quand même, voyant son fils, je sens qu'il est très bien éduqué. Et tout récemment,
Il a fêté ses 18 ans, nous étions tous contents de le voir. Alors, avant de vous céder la place pour conclure cette émission, Monsieur Pécoin, nous allons comme ça d'abord remercier tous ceux qui sont derrière la baie vitrée. Aujourd'hui, ça a été entretenu depuis le début par Monsieur Djibril Ngoma. Et à côté, il y a eu le grand réalisateur, l'homme au doigt d'or, Chirel Mundunga. Nous remercions aussi comme ça Madame Sefoumou Abesolo Talita qui a réalisé du côté du web sur les réseaux sociaux. Nous avons Monsieur Docteur Caillot Éloge et Monsieur Dieudonné, tous du côté de l'Institut supérieur du commerce et des gestions. Merci de nous avoir regardés. Ah oui, il y a M. Gaël Miyindou qui est câblé depuis Port-Gentil. Merci de nous avoir regardés. Je vous dis comme ça, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous laisse accompagner de notre compteur maison, Michel Pécoin, avec sa Sanja. Non, avec les mains, hein. Voilà. Je demande pardon. Je demande pardon au feu de bois, au diboga, au vin de palme, à la cola, à la peau de tigre, au kindou, au raffia, aux plumes rouges de perroquet, aux poissons d'eau douce, aux moutons, aux cabris, aux feuilles de manioc, à la tendresse de bise matinale caressant les tresses vertes de la forêt vierge. Je demande pardon aux enfants qui parlent et entendent sans savoir écrire, aux statuettes en bois qui me regardent depuis l'enfance, aux nattes qui attendent toujours mes fesses de gamin nu, aux calebasses d'eau, aux épuisettes de pêche, aux plats de poissons fumés et de viande assaisonnée de piments d'oiseau. Donc, titsoli. Je demande pardon aux hommes, à la faune et à toute la flore, symbole de la vie. Toute parole est un héritage culturel. Tout héritage vient des anciens, maîtres de la connaissance. Toute connaissance est commencement de la méditation. Toute méditation n'est qu'une entrée au temple de la sagesse. Toute sagesse est l'expression de la plénitude. Et la plénitude est l'antichambre de la vie. Ainsi parlaient les anciens. Les contes sont de belles histoires. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Sont-elles rêves? Sont-elles réelles?